Bien, bonjour. Alors, je vais donc rendre compte d'une expérience de 15 ans de travail institutionnel auprès des collègues et amis rééducateurs dans un service de rééducation fonctionnelle qui aujourd'hui s'appelle la MPA Psychiatrie. Mais il faut savoir que dans notre établissement de Neufmoutier, il existe également une autre unité de double prise en charge sous la responsabilité du docteur Agathe Bassi, qui est pédiatre d'adolescents et qui reçoit également des douleurs chroniques, pré-ado et ado. La différence, c'est que nous, en MPR psychiatrie, on rencontre des adolescents qui ont une impotence fonctionnelle à cause de la douleur et qui nécessitent une prise en charge le plus souvent très longue, difficile. Et là, je voudrais quand même rendre hommage aux équipes infirmières qui font un travail énorme, extrêmement chronophage, puisque ce sont des pathologies quand même complexes, donc il faut s'intéresser aux modèles, aux objets complexes pour pouvoir les définir, mieux les comprendre et essayer d'apporter des éclairages psychopathologiques. Je rends hommage aussi aux familles qui nous permettent de soigner leurs enfants sur parfois une année scolaire, 1 an et demi. Bon. Et j'ai tout appris grâce à ces patients et à leurs familles. Je n'ai pas appris ça dans les livres. Ce que j'ai observé, je ne l'ai pas appris dans les livres. Et je crois que vraiment c'est important de le dire là. Et puis j'ai évidemment beaucoup réfléchi avec l'équipe dans laquelle j'interviens, la psychologue Mélanie Margot, les médecins de rééducation, Anne-Claire de Crouy, Amélie Brémard et actuellement donc, le docteur Gabriela Herbenova. Donc, ce sont tous des patients qui présentent des douleurs de ce qu'on appelle le système musculo-squelettique, c'est-à-dire qu'ils ont des douleurs articulaires. Voilà, pour résumer, donc leur articulation ne marche plus, hein, et il va y avoir en conséquence une impotence fonctionnelle, parfois une grabatisation au lit pendant des mois. Ils ne bougent plus de leur lit. Voilà. Certains patients sont... Alors, la plupart des patients, on va dire, arrivent au moins en béquille, voire en fauteuil roulant. Ils ont parfois des sièges selles à la maison. Ils ont parfois un babyphone quand la chambre est au premier étage et que les parents sont au rez-de-chaussée. On a même vu récemment une jeune fille qui était avec un chien d'assistance, un chien d'aveugle. Donc il y a un dispositif d'étayage pour accompagner ces jeunes qui est tout à fait impressionnant. Et évidemment, ces jeunes parfois demandent un changement d'établissement, enfin leurs parents, pour qu'ils puissent avoir accès à un ascenseur qui n'existe pas dans leur établissement d'origine. Donc, ces douleurs peuvent toucher toutes les articulations. En général, il y en a une en particulier, puis ça peut diffuser. Donc, c'est les membres supérieurs, les membres inférieurs, le rachis, les ceintures. Et ils ont évidemment peur de se faire mal, d'avoir mal, ils ont peur de tomber, d'où un comportement de régression parfois tout à fait majeur. Alors un élément que je trouve absolument déterminant, et Anne, tu as évoqué ça, c'est l'existence d'un événement corporel à l'origine de cette situation. Il y a dans 100% des cas un événement que j'appelle corporel, c'est un accident, une entorse. La plupart du temps, d'ailleurs, ils se font mal tout seuls. Hein. C'est un accident bénin. Hein. On n'est pas dans les grands traumatismes nécessitant de la réanimation. C'est un accident tout à fait bénin. Parfois, ils ont été agressés, c'est pas le plus souvent. Ou alors, il y a eu un acte médical, une anesthésie, une chirurgie, encore une fois, pour des problèmes qui ne sont pas des problèmes gravissimes. Donc, dans 100% des cas, un événement médical qui peut être également une maladie inflammatoire qui est en principe qui est résolue, qui est traitée, qui est correctement traitée. On a les meilleurs spécialistes pédiatres de Paris qui nous adressent les patients, donc on peut s'attendre à ce qu'ils soient tout à fait correctement traités. Et donc, ils ont quand même mal. Ils continuent d'avoir mal et ça va durer des semaines, des mois, et si on ne fait rien, des années.
Alors, sur le plan clinique, je ne vais pas détailler, je ne suis pas médecin MPR, mais il y a une désadaptation à l'effort, c'est-à-dire qu'on a les complications physiques de la douleur chronique, une amyotrophie. Alors, on n'a pas d'escarres, parce qu'il y a de la prévention, bien sûr, mais il pourrait avoir des escarres si, éventuellement, l'enfant ne bouge plus de son lit. Et on fait de la prévention pour éviter les rétractions tendineuses. Certains patients arrivent en catastrophe parce qu'on risque de les opérer suite aux complications de la douleur chronique. Alors, je n'ai pas parlé des adresseurs, mais il y a principalement les centres douleurs pédiatriques de la région parisienne, mais on a également des chirurgiens qui nous font des demandes, des neuropédiatres, des rhumatopédiatres et d'autres médecins de rééducation. En général, ils peuvent venir de centres de rééducation adultes et le traitement est mis totalement en échec par la douleur chronique. On a reçu à peu près 120 jeunes, préadolescents, adolescents, de 9 à 17 ans, on va dire, avec une moyenne d'âge de 15 ans depuis une quinzaine d'années. On les a accompagnés la plupart du temps, en moyenne 8 mois. Alors, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que ces douleurs sont exacerbées et rythmées par la scolarisation. Et c'est vrai qu'ils vont beaucoup mieux hors période scolaire, donc pendant les grandes vacances, et les douleurs sont réactivées par la reprise scolaire le lundi matin ou le matin quand il y a éventuellement des contrôles. Donc on est bien placé pour le savoir puisqu'on est soins-études et qu'on peut le réobserver dans le cadre de notre structure. Qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent sur le plan psychopathologique, enfin d'abord sur le plan sémiologique, psychiatrique? En réalité, pas grand-chose au début. C'est-à-dire que le seul stress dont ils peuvent faire état, c'est le fait de ne pas avoir de diagnostic positif. On ne trouve pas ce qu'ils ont. Bon. Donc c'est vraiment l'absence de diagnostic. C'est pour ça qu'on parle de douleurs chroniques médicalement inexpliquées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des petites lésions à la base, comme je vous l'ai expliqué, mais ce sont des douleurs médicalement inexpliquées. Et le stress est surtout en lien avec cette absence de diagnostic, sans parler de l'incompréhension des parents, pour qui c'est le parcours du combattant, souvent, la plupart du temps, pendant de longs mois avant qu'on nous les adresse. Autre observation quasiment systématique, c'est « je vais très bien ». C'est mon corps qui va mal, mon problème c'est mon fauteuil, c'est pas ce que je pense, c'est pas ce que je crois, mon problème c'est le fait de ne pas pouvoir sortir de ma chambre. Donc j'ai déjà noté l'importance de la dimension régressive, c'est-à-dire que je pense que quand on parle de douleur chronique dans ces situations, il faut beaucoup parler aussi de comportement qu'il y a autour de la douleur chronique, le comportement de l'enfant et le comportement de l'entourage, en regard du stress évidemment engendré par l'état de leur enfant. Rajoutons également l'influence de l'état émotionnel et de la nature des relations interindividuelles, c'est-à-dire que quand on a 5 douloureux chroniques dans le service, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des escalades, c'est-à-dire c'est à celui qui demandera le plus d'antalgique, et il faut pouvoir médiatiser évidemment ces effets liés à la collectivité, mais à ces effets de contagion qui sont tout à fait connus dans n'importe quelle expression de difficulté chez les adolescents qui sont hospitalisés dans un même groupe. Et puis, dernier point, qui, avec l'événement corporel initial, qui est quasiment, qui est systématique, 100% des cas, c'est quand même rare en médecine, ce sont les antécédents psychiatriques, médico-psychiatriques d'un ou des parents. Voilà. Donc, on retrouve tout le temps une psychopathologie parentale qui n'est pas fantasmée par le psychiatre que je suis, qui est déposée par les parents, qui est livré par les parents, qui explique, ben oui, je suis sous antidépresseur depuis des mois, des années, j'ai commencé ma dépression après la naissance de mon enfant, j'ai été hospitalisé plusieurs fois en psychiatrique, j'ai fait des tentatives de suicide, parfois c'est des adultes qui ont des pathologies psychosomatiques, qui ont également des douleurs chroniques, comme tu l'as dit, c'est assez fréquent, parfois il y a une intrication entre les antécédents médicaux, un handicap physique et la fragilité psychique, mais dans tous les cas, il y a une fragilité psychique du milieu familial. Alors, on peut appeler ces syndromes, à partir des classifications actuellement internationales, troubles douloureux somatoformes persistants, si on est plutôt versant CIM-10, sinon troubles à symptomatologie somatique avec douleur chronique prédominante,
Si on est DSM-5, on a des formes qui ressemblent plus à des conversions, mais là, c'est l'aspect moteur. Je dirais qu'il y a une paralysie motrice. Donc, je mettrai ces situations à part, elles sont minoritaires. J'aime bien utiliser cette classification qui est très personnelle, c'est-à-dire que j'ai l'impression, moi, qu'il y a chez ces patients soit plutôt une composante passive, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas leur corps, ils négligent leur corps, donc parfois ils tombent sans faire exprès, nous disent-ils, avec associé à une forme de ralentissement psychomoteur et une véritable indifférence à l'absentéisme scolaire. Voilà. Ça, c'est, je dirais, les formes passives. Et puis, vous avez des formes beaucoup plus actives, avec cette fois-ci des suspicions de blessures auto-infligées. Ils se font tomber des trucs, mais on a vraiment l'impression, par exemple, il y a une jeune fille qui se faisait tomber des trucs sur le pied, donc elle avait régulièrement des bleus aux pieds, une autre qui avait régulièrement des bleus sur les bras, à tel point qu'on s'est demandé si elle ne se faisait pas des saignées en cachette. Style le syndrome de l'asthénie de Ferjol. On a d'autres patients qui sont beaucoup plus dans les plaintes vis-à-vis de la douleur et qui vont réclamer sans arrêt des antalgiques. Et puis enfin, ces patients aussi qui refusent d'aller à l'école, mais pas de façon passive, mais de façon très active. Voilà, donc je pense que ces deux formes peuvent se combiner, mais je crois que c'est intéressant d'avoir aussi ce modèle sémiologique en tête pour accompagner ces jeunes. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va les hospitaliser dans notre unité ? C'est évidemment la mauvaise évolution clinique et le risque tout à fait évident, c'est le décrochage scolaire, même s'ils continuent d'aller à l'école, ça ne veut rien dire, ils prennent sur eux, mais en réalité, ils vont très mal. Il y a un autre facteur qui nous permet, nous, de les accueillir plus facilement, c'est quand les parents n'en peuvent plus, c'est quand il y a une désorganisation et un épuisement des parents. Et là, les parents sont prêts à signer très rapidement pour qu'on les prenne, même s'il y a un psychiatre dans le service qui va intervenir. D'ailleurs, on fait tout le temps les entretiens de façon conjointe, d'un bout à l'autre de la prise en charge, les entretiens familiaux, j'entends, avant l'admission, et parfois même les consultations de suivi, on continue de les faire, médecin MPR, psychiatre, ça donne évidemment un aspect beaucoup plus contenant à la prise en charge. Et puis, quand il y a un risque iatrogène, c'est-à-dire prescription d'opiacés totalement inutile et dangereuse, j'entends dire récemment qu'on donne à des gamines de 12 ans de la méthadone pour soigner la douleur chronique. Bon, donc on fera un petit aparté sur, évidemment, les responsabilités du corps médical dans ces situations. Quand il y a un risque de chirurgie, alors que l'urgence, c'est plutôt de soulager ces patients, y compris sur le plan psychique. Et puis enfin, on a quelques cas où c'est l'adolescent qui demande, quasiment contre l'avis de ses parents, l'hospitalisation tellement il n'en peut plus. Mais ça ne nous arrive pas souvent. Alors, je vais maintenant vous proposer mes hypothèses. Alors, je m'intéresse à la théorie de l'attachement, celle de John Bowlby, que je ne vais pas résumer ici, je n'ai pas le temps, mais je vous donne quand même quelques indications. Pourquoi cette théorie est intéressante ? Parce que, vous l'avez compris, on a dans 100% des cas un adolescent, en tout cas c'est les adolescents qu'on nous adresse. Évidemment, il y a un biais de sélection, c'est les plus difficiles à soigner, c'est ceux qui sont rebelles, toute thérapeutique ambulatoire, il y en a beaucoup d'autres qu'on ne verra jamais, heureusement. Mais dans la mesure où ce sont des enfants qui ont probablement été élevés dans un environnement fragile, sur le plan des parents, bien qu'on constate que dans l'écrasante majorité des cas, ces parents sont toujours bienveillants vis-à-vis de l'enfant et demandent des soins pour leur enfant. Je crois que c'est essentiel de dire ça, même quand les parents sont séparés, dans l'écrasante majorité des cas, les parents viennent ensemble au rendez-vous et demandent et veulent le bien de leur enfant. Donc c'est un élément qui me paraît très important. On peut imaginer en tout cas que ces enfants ont évolué avec des parents fragiles et que ça a pu influencer la construction d'un style d'attachement que je vais appeler contrôlant de type protecteur ou soignant. Donc le terme de parentification vous parle peut-être plus, mais ces styles d'attachement ont été décrits par Solomon, collaborateur, Lyons-Ruth, collaborateur aussi, pour montrer comment évoluait un attachement très insécure dans la petite enfance au moment de la phase de latence. Et les parents décrivent toujours des enfants qui sont dans un hyper-souci par rapport à leur santé et qui vont essayer de renverser les rôles, c'est-à-dire de soutenir en permanence la fragilité, leur fragilité.
Ça, on peut dire les facteurs prédisposants. Les facteurs précipitants, eh bien, on peut évidemment toujours mettre la puberté, parce que la puberté va réactiver le système d'attachement plus ou moins en permanence chez les enfants les plus insécures. Ils ont quasiment tous une anxiété sociale et un rapport à l'école anxiogène. Et enfin, le principal facteur précipitant, et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est l'événement corporel, donc la douleur aiguë, la médicalisation, et l'occasion peut-être pour ces jeunes de tenter un renversement des rôles, c'est-à-dire que maintenant, c'est plus moi qui te soigne, maman, c'est toi qui vas me soigner parce que j'ai mal. Et on sait que dans la théorie de l'attachement, le rapport au corps est absolument essentiel dans la petite enfant. L'enfant n'est sécurisé que par la proximité physique entre lui et sa mère. Bon. Les facteurs pérennisants, eh bien, c'est ce que je vous propose comme hypothèse, c'est-à-dire qu'au fond, la douleur chronique viendrait moduler l'activation du système d'attachement en permanence, et donc faire varier la distance relationnelle avec les figures d'attachement, avec les donneurs de soins. Et l'autre facteur pérennisant qui est, à mon avis, le plus redoutable, c'est le non-renoncement à une étiologie organique par les parents. Donc on va peut-être y revenir tout de suite. Je vous propose cette courbe qui est évidemment totalement fictive. Cette échelle de 5 à 10 est également totalement fictive, mais j'ai voulu symboliser le fait que si on a en ordonnée le degré d'activation du système d'attachement, donc là il est au maximum, il y a un plateau induit par la puberté, par l'anxiété scolaire et sociale, l'événement corporel surgit et l'adolescent découvre qu'en ayant mal, qu'en exprimant cette douleur, il mobilise puissamment les parents, mais aussi le corps médical. Et cela réduit, si vous voulez, l'intensité de l'activation du système d'attachement, et on peut dire qu'il se sent un peu mieux, un peu moins stressé, voyez, et ainsi de suite. Donc, en fonction évidemment des réponses de l'environnement, mais en général, quand un adolescent ou un préadolescent dit qu'il a très mal, l'entourage se mobilise. Le corps met tout le monde d'accord quand, au fond, l'enfant dit qu'il a mal. Et donc, en fonction donc, de l'évolution, est-ce qu'il va y avoir ou pas une hospitalisation? Est-ce qu'il va y avoir ou pas une réponse adaptée à ces douleurs qui sont d'origine, à mon avis, essentiellement psychogènes, celles qu'on voit, bien sûr, les adolescents qu'on nous adresse, eh bien, l'évolution sera plus ou moins bonne. Donc, à quoi sert l'institution soins et études dans ce contexte? Elle va recréer, toujours dans une perspective attachementiste, une nouvelle base de sécurité, mais je dirais plus rassurante et plus neutre que celle des parents qui est au moment où on les reçoit, inquiétante, si vous voulez. Cette nouvelle base de sécurité permet de baisser l'activation du système d'attachement. Et on peut espérer, dans le meilleur des cas, même si ça peut durer parfois plusieurs mois, que l'adolescent va se déprendre de son symptôme parce qu'il n'a plus besoin d'exprimer sa douleur, d'avoir des comportements douloureux pour être rassuré. On insiste également beaucoup avec les équipes sur le rôle majeur qu'ils vont avoir pour médiatiser les relations en permanence, même quand l'enfant est hospitalisé la semaine, il part un week-end sur 2 dans sa famille, mais c'est la médiatisation des soignants entre l'enfant et ses parents, parce que les parents peuvent continuer de rechercher une modalité d'emprise entre eux et leur enfant, tellement les parents sont inquiets. Mais c'est aussi la médiatisation des relations entre pairs. Et 90% du travail des soignants, je pense, dans ces unités, c'est comment médiatiser les relations entre pairs. Je ne vous l'ai pas dit, mais peut-être un adolescent sur 2 vient avec l'étiquette sur le front harcelé. Ils ont été harcelés, c'est-à-dire que les relations entre eux et leurs congénères se passent la plupart du temps mal à l'école. C'est un vrai problème. Donc en plus, ils sont victimes. Et on leur offre donc, à travers l'espace institutionnel, les relations avec les pairs retrouvées et un peu plus apaisées, mais aussi la scolarité, la possibilité d'explorer de nouveau le monde extérieur. Parce que quand ils sont polarisés sur la douleur, quand ils modulent en permanence leur système d'attachement via la douleur, évidemment, ils ne peuvent plus être disponibles pour autre chose. Les facteurs de bon pronostic dans notre série, c'est alors environ 1 tiers à 2 tiers des patients vont évoluer très bien.
Et puis donc 1/3 à 2/3 des patients vont évoluer un peu moins bien. Il faudra, leur tourne, probablement les orienter vers une structure plus spécifique, c'est-à-dire par exemple un soin études psychiatriques ou quand ils sont de notre département dans une unité qu'on appelle l'UTAC, unité de traitement des troubles de l'affectivité et de la cognition. Donc les facteurs de bon pronostic, c'est, je pense, la sensibilité des parents au fait qu'il y a une dimension psychogène, qu'il faut la prendre en charge, parfois avec des médicaments. Pour certaines douleurs extrêmement rebelles, j'utilise la risperidone et j'ai l'impression que c'est dose dépendant. À 2 mg, ça ne marche pas. À 5 mg, ça marche. Donc on peut se poser des questions sur le rôle modulateur au niveau neurophysiologique de ces molécules. Et donc en conclusion, eh bien, je dirais qu'il pourrait être intéressant de faire des recherches beaucoup plus standardisées sur les comportements de santé et l'insécurité de l'attachement pour ces douloureux chroniques, premier point. Deuxième point, les questions que je me pose entre le lien qu'on peut faire entre ces comportements de douleur chronique et les comportements de dépendance en général, car il y a un risque de dépendance et de pharmacodépendance parfois tout à fait majeur. Et puis je m'interroge enfin sur l'épidémie de faux diagnostics de syndrome d'Ehlers dans l'os. Il en existe des vrais, mais il en existe beaucoup de faux. Et je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec l'épidémie de personnalités multiples que l'Amérique du Nord a connue dans les années 80. Alors, est-ce un hasard ou pas? Dans les deux situations, l'hypnose était utilisée de façon évidente pour soigner ces patients, même si les présentations cliniques des personnalités multiples n'avaient rien à voir, évidemment, avec ces patients douloureux chroniques. Mais dans les deux cas, le corps médical avait une responsabilité énorme dans la construction du diagnostic. Je vous remercie de votre attention. Très bien. Bravo. Est-ce qu'on a le droit à quelques petites questions? Je ne sais pas, parce qu'il est tard. J'en sais rien. Alors peut-être en attendant que quelqu'un réagisse, effectivement, il y a quand même plusieurs messages importants qui ont été délivrés. Peut-être le premier, finalement, pour partir vers la fin, c'est que le danger, ça serait de vouloir répondre à la demande de certains de ces ados, pas tous, et de leur famille, c'est enlève-moi cette douleur et j'irai mieux. Si je n'avais pas mal, je serais quelqu'un qui va bien. Et bien sûr, le danger pour le médecin, c'est de prescrire un traitement de plus en plus puissant, voire des morphiniques. Et donc, effectivement, aucune étude ne conforte cette attitude. Et aucun morphinique n'a jamais prouvé chez l'adolescent douloureux chronique pouvoir avoir une efficacité. Je ne parle pas d'une maladie somatique qui court et qui pourrait répondre avec sa composante nociceptive à la douleur, mais dans la plupart de ces douleurs chroniques, à grande partie inexpliquées, on ne sait pas trop s'il faut retenir ce terme, somatoforme, en tout cas à partie émotionnelle importante, il y a un vrai danger à utiliser les morphiniques. Et effectivement, il faut s'ériger contre. Je ne sais pas si quelqu'un veut poser une question. Bonjour, merci pour l'intervention. Je suis médecin généraliste en libéral et aussi dans un service pour adolescents à l'hôpital. Et se pose la problématique de l'accès à ces types de soins avec des délais importants et de qu'est-ce qu'on peut faire en amont. C'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir beaucoup de demandes, on sent venir le truc de c'est une douleur chronique qui a d'autres composantes et on n'a pas envie de monter dans l'escalade. Et à la fois, on a peu de choses à leur proposer d'intermédiaire entre un suivi ambulatoire en ville avec peu de moyens et pas beaucoup de soins qui existent assez variés qu'on peut voir dans le service et un service comme ça où il y a du délai, parfois pas de place ou pas d'indication et qu'est-ce qu'on peut faire dans l'intervalle, quoi. La première peut-être étape, ça serait une consultation douleur chronique dans un service qui prend en charge les enfants et les adolescents en priorité, même si toutes les structures adultes sont censées recevoir des enfants et des adolescents. Cette prise en compte de la globalité de la famille qui est très importante, comme vous l'avez tous dit, mais aussi de la part de déscolarisation qui échappe à beaucoup de médecins d'adultes. Combien de jours vraiment tu vas à l'école et combien de jours quand tu vas à l'école tu restes en cours et non pas à l'infirmerie où tu ne rentres pas chez toi. Donc les structures douleurs chroniques peuvent déjà mettre en place un certain nombre de soins en ambulatoire. Et à titre d'exemple, je pourrais citer en 2013, il y a eu une étude sur toutes les structures douleurs pédiatriques françaises. Tous les nouveaux patients qui ont consulté. Et parmi eux, 15% avaient un absentéisme scolaire vraiment important. Vraiment important, ça veut dire plus de 1 mois d'absence dans les 6 derniers mois.
D'accord ? Et parmi eux, seulement 10%, enfin seulement 1 sur 10, oui, a finalement été hospitalisé ou méritait une hospitalisation. Donc même si on est très déscolarisé, des soins peuvent se mettre en place en ambulatoire. Voilà. Et donc eux, ils sont un petit peu l'entonnoir de l'entonnoir de l'entonnoir. Voilà. C'est pour ça que c'est échec de suivi ambulatoire d'unité douleur. D'autant plus que le délai d'attente peut être parfois pas si long que ça quand même. C'est ça, tout à fait. C'est pas du tout si long que ça, si c'est bien ciblé. Bonjour, j'aimerais savoir s'il y a un lien quelconque avec la pensée opératoire et les maladies psychosomatiques, parce que tel que c'est décrit, j'ai tout à fait compris, mais j'ai du mal à voir la nuance avec certaines maladies psychosomatiques. Ou même, est-ce une nouvelle forme d'hystérie, de symptômes hystériques? Oui, alors, déjà pour l'hystérie, les psychiatres, pédopsychiatres sérieux, même dans les années 70, qui avaient vu énormément d'enfants avec des symptômes de conversion, parce que autant le non-conversion ne me choque pas, autant le terme d'hystérie me choque, si vous voulez, de plus en plus d'ailleurs, parce que en fait, c'est transnosographique. C'est-à-dire que les pédopsychiatres un peu sérieux, à commencer par Bertrand Kramer, qui a fait la revue la plus intéressante dans Psychiatrie de l'enfant en 1977, montrait qu'il n'y avait aucune corrélation entre un symptôme de conversion chez l'enfant et l'adolescent et le diagnostic d'hystérie, qui pour moi ne veut pas dire grand-chose, surtout à l'adolescence. Bon, voilà. Ça, c'est une première chose. Mais c'est intéressant de noter ça, parce qu'on a l'impression qu'il y a des bénéfices secondaires, mais à mon avis, ce sont des bénéfices primaires d'attachement. Vous voyez, il y a une nuance, à mon avis. L'autre chose, c'est que oui, on peut tout à fait, sur le plan des maladies psychosomatiques, je pense qu'il faut plutôt faire des recherches dans ce sens, parce que là, pour le coup, c'est une vraie maladie psychosomatique, ou somatopsie. Parce qu'on se demande si des fois, ce n'est pas le membre qui a des répercussions sur le psychisme. Je ne suis pas sûr que ça soit uniquement dans le sens psychisme, soma, mais parfois c'est aussi dans le sens soma-psychisme. On commence à montrer que certaines techniques de kiné, par exemple, je n'ai pas cité les kinés qui jouent un rôle tout à fait majeur dans le travail que l'on fait, si l'impact de la mobilisation physique n'a pas des effets extrêmement positifs quand c'est bien fait sur les mécanismes du stress. Merci beaucoup. Pour effectivement garder tout le temps, on va vous applaudir d'abord. Merci.